Tout a débuté par une étincelle dans l'obscurité, un feu qui n'éclairait rien encore mais promettait de tout consumeur. Je m'appelle Adrien Dubois, un nom qui ne vous dira peut-être rien, et franchement, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est ce que je vais vous raconter, une histoire qui commence dans les hauteurs de l'ambition et s'effondre dans les abîmes de la douleur, une chute lente et inexorable qui a pris racine dans mon enfance, au cœur des plaines arides du Limousin, là où la terre sèche et les vents froids ont forgé bien plus que des champs. J'ai grandi dans une petite ferme au milieu de nulle part, un lopin de terre que ma famille cultivait depuis des générations, un héritage brut et silencieux qui portait les marques du temps. Mon grand-père avait combattu dans les tranchées de la Première Guerre, un homme taillé dans le roc par les horreurs qu'il avait vues, et mon père avait repris le flambeau, 30 ans dans l'armée française, un soldat jusqu'à la moelle. Chez nous, l'honneur et le devoir n'étaient pas des mots jetés au vent, c'était le sang qui coulait dans nos veines, la colonne vertébrale de notre existence. Enfant, je me nourrissais des récits de guerre, des échos de camaraderie et de sacrifices qui résonnaient dans la voix grave de mon père, des histoires qui tissaient un lien invisible entre nous tous. J'étais déterminé à porter cet héritage, à le faire vivre à travers moi, à devenir un maillon de cette chaîne qui semblait indestructible. Mais tout a basculé quand j'avais 15 ans, un soir d'orage où le ciel s'est déchiré et a envoyé un éclair frapper notre grange comme une sentence divine. Les flammes ont surgi de nulle part, voraces et impitoyables, dévorant la ferme en quelques heures, transformant des décennies de travail en un tas de cendres fumantes. Je revois encore l'épaisse fumée noire qui montait en spirale, les langues de feu qui léchaient les murs de bois, et le regard de mon père, brisé, immobile devant ce brasier qu'il ne pouvait arrêter. Ce n'était pas juste une perte matérielle, c'était une amputation, un vide que rien ne pouvait remplir, une cicatrice qui s'est gravée dans ma mémoire comme un fer rouge. Ce feu, cette nuit-là, a allumé en moi une flamme différente, une obsession de construire une vie qui résiste, une vie où l'honneur et la force triompheraient des cendres, un serment muet que je me suis fait au milieu des ruines encore chaudes. Quelques années plus tard, à peine sorti de l'école à 20 ans, j'ai rejoint l'armée de l'air française, une décision qui m'a semblé aussi naturelle que de respirer. Mon père n'a rien dit quand je lui ai annoncé, mais ses yeux, durs et brillants sous la lumière pâle de notre cuisine, ont parlé pour lui, un éclat de fierté qu'il gardait enfermé derrière son silence bourru. L'entraînement était un enfer, des semaines de sueur et de discipline sous le ciel gris des bases militaires, mais je n'ai jamais fléchi, pas une fois. Devenu technicien en avionique, j'avais entre les mains la responsabilité de maintenir les appareils en vol, des machines qui portaient des vies entières dans leurs entrailles d'acier, des engins qui hurlaient dans les airs pour protéger ou détruire. C'était un travail précis, presque chirurgical, où chaque vis, chaque câble comptait, et j'y trouvais une étrange paix, une connexion avec ce legs familial que je voulais honorer. Les longues heures passées dans les hangars, entourées d'hommes et de femmes qui partageaient cette rigueur, me donnaient l'impression d'avancer, de bâtir quelque chose de solide sur les cendres de mon passé. Pourtant, au fond de moi, je savais que les marques de cette nuit d'orage ne s'effaceraient jamais, qu'elles étaient là, tapies sous ma peau, prêtes à ressurgir au moindre craquement. Ces années dans l'armée m'ont sculpté, affûté comme une lame sous la meule, m'apprenant à rester calme quand tout s'effondrait, à fixer mon esprit sur l'essentiel même quand le chaos grondait autour de moi. Mais ce que j'ignorais alors, ce que rien ne m'avait préparé à voir, c'est que les véritables batailles, celles qui brisent plus que des os, ne se livraient pas sur un champ de guerre ou dans le ronflement des moteurs. Elles m'attendaient ailleurs, dans les murs même de ce que je croyais être mon refuge, un piège que je ne verrais pas venir avant qu'il ne soit trop tard. À 23 ans, alors que j'étais en poste sur la base de Salon de Provence, au sud du pays, Élise est entrée dans ma vie comme une bourrasque inattendue, un hasard qui semblait écrit quelque part dans les étoiles, du moins c'est ce qu'elle aimait prétendre après coup. J'étais là pour une mission de routine, des journées écrasées par le soleil brûlant et des nuits interminables à réparer des circuits sous des lampes crues. Élise était venue rendre visite à ses parents, tous deux officiers administratifs sur la base, des gens sérieux avec des dossiers impeccables. Nos chemins se sont croisés lors d'une soirée organisée pour les équipes, un moment rare de détente au milieu du béton et des ordres. Elle était là, au bord de la foule, une présence discrète mais magnétique, ses yeux sombres scrutant la pièce avec une assurance tranquille qui m'a accroché dès l'instant où je l'ai vue, une force cachée sous sa douceur qui promettait bien plus que je ne pouvais l'imaginer. Cette première fois où nos regards se sont croisés reste gravée dans ma mémoire comme une braise qui refuse de s'éteindre, un instant suspendu au milieu du chaos discret d'une soirée sur la base de Salon de Provence. La foule s'agitait autour de moi, un brouhaha de rires et de verres qui s'entrechoquaient, mais Élise se tenait à l'écart, une silhouette immobile tenant un verre de vin rouge, ses yeux sombres balayant la scène avec un sourire énigmatique qui semblait tout comprendre sans rien trahir. Je me souviens encore de la chaleur moite de cette nuit d'été, du bourdonnement des ventilateurs qui luttaient vainement contre l'air lourd, et de moi,
traversant la pièce d'un pas mal assuré, bredouillant quelque chose sur le bruit assourdissant des chansons qui passaient en boucle. Son rire avait fusé, clair et inattendu, un son qui avait percé la torpeur ambiante et planté en moi une certitude brute, je devais la revoir, coûte que coûte, même si je ne savais pas encore pourquoi ni comment. Les semaines qui ont suivi ont filé comme un vent d'autant, rapide et chaude, nous rapprochant jusqu'à ce que nos vies s'entrelacent presque sans effort. Élise était une force vive, intelligente, avec un esprit vif qui me désarmait et une détermination qui m'impressionnait chaque jour davantage. Elle portait en elle cette compréhension instinctive de ce que signifiait grandir dans l'ombre d'une famille militaire, une familiarité avec les absences longues et les silences pesants qui résonnaient avec mon propre passé. Son soutien était une encre dans mes tempêtes intérieures, une présence qui donnait du sens à mes efforts, et je me surprenais à me reposer sur elle plus que je ne l'aurais imaginé. À 26 ans, tout a pris une nouvelle dimension lorsque Léon est né, un moment où le monde s'est arrêté alors que je le tenais dans mes bras pour la première fois, ses petites mains agrippant mon doigt avec une force fragile qui m'a submergé. Ses yeux, minuscules et curieux, semblaient déjà chercher à percer les mystères de l'univers, et en cet instant, il est devenu le centre autour duquel tout gravitait. Élise et moi partagions une conviction silencieuse, nous devions lui offrir un foyer solide, un refuge stable, quelque chose que ni elle ni moi n'avions pleinement connu dans nos enfances marquées par les flammes et les incertitudes. Pour assurer cet avenir, j'ai pris une décision qui m'a propulsé hors de ma zone de confort, quittant l'armée de l'air pour me lancer dans l'inconnu d'une entreprise à moi. C'était un pari risqué, un saut dans le vide loin des hangars et des moteurs que je maîtrisais, mais je voulais bâtir un héritage tangible, quelque chose que Léon pourrait un jour reprendre s'il le désirait, un rempart contre les aléas qui avaient ravagé ma propre jeunesse. J'ai démarré modestement, avec une petite société de nettoyage spécialisée dans les bureaux de quartier à Marseille, un travail ingrat où les journées s'étiraient en nuits épuisantes, les mains calleuses et les comptes à peine équilibrés. Certains soirs, alors que la ville s'endormait sous un voile de brume marine, je me demandais si j'avais fait le bon choix, si ce labeur incessant valait la peine de ces heures volées à ma famille. Mais Élise était là, inébranlable, me poussant à tenir bon, à voir au-delà des chiffres maigres et des contrats fragiles, et son regard confiant suffisait à raviver ma détermination quand elle vacillait. Petit à petit, l'entreprise a pris racine, s'étendant comme une plante tenace dans un sol aride, gagnant des clients plus importants, des immeubles de bureaux dans le centre-ville, puis des centres commerciaux qui brillaient comme des phares dans la nuit marseillaise. Voir ces efforts porter leurs fruits était une récompense brute, une satisfaction qui allait au-delà de l'argent, une promesse d'un avenir où la survie céderait la place à l'espoir, où mes mains, autrefois marquées par les cendres d'une ferme perdue, construiraient enfin quelque chose de durable. Élise et Léon étaient mon roc, ma raison de plonger dans ces heures supplémentaires, de tisser des réseaux, de faire croître cette fragile entreprise jusqu'à ce qu'elle devienne une réalité solide. Pendant un temps, j'ai cru que la vie avait trouvé un équilibre, un rythme rassurant où chaque jour semblait renforcer ce que nous avions bâti ensemble, une illusion de stabilité qui me berçait dans une douce ignorance de ce qui couvait sous la surface, une menace silencieuse qui allait bientôt ébranler tout ce que je tenais pour acquis. C'est arrivé un jour où la poussière et la chaleur brouillaient tout, un après-midi étouffant alors que j'étais déployé en Syrie, loin de Marseille, au milieu d'une opération de routine qui sentait la sueur et le métal brûlant. Mon téléphone a vibré dans ma poche, un son incongru parmi les ronflements des moteurs et les ordres criés au loin, et j'ai vu le nom de Paul s'afficher, un ami d'enfance devenu rare, nos échanges réduits à des bribes de nouvelles échangées à la volée. Mais cette fois, son ton était différent, alourdi par une gravité qui m'a figé sur place, un tremblement dans sa voix qui a fait taire le vacarme autour de moi. Il a commencé par des mots hésitants, disant qu'il ne savait pas comment m'annoncer ça, une phrase qui dans mon monde, forgée par les récits de guerre et les pertes brutales, ne pouvait signifier qu'une chose, un malheur imminent. Mon esprit a tout de suite couru vers Léon, imaginant un accident, une chute, une catastrophe qui aurait frappé pendant que j'étais à des milliers de kilomètres, incapable de protéger ce qui comptait le plus. Mais ce que Paul a lâché ensuite, ces mots tranchants comme une lame dans le désert, était une bombe que rien, ni mon passé ni mon entraînement, n'aurait pu me préparer à encaisser, un choc qui allait faire voler en éclats tout ce que je pensais savoir sur ma vie. Tout s'est effondré avec une phrase venue de l'autre bout du monde, un murmure tranchant qui a traversé le désert syrien pour me frapper en plein cœur alors que je me tenais là, entouré de sable et de machines grondantes. Paul m'avait appelé ce jour-là, sa voix tremblante perçant le vacarme de la base militaire où j'étais déployé depuis des mois, et ses mots avaient claqué comme un coup de fouet, il avait vu Élise avec un autre homme, dans notre maison à Marseille. Mon esprit s'était figé, incapable d'absorber ce qu'il venait de dire, un écho qui tournait en boucle sans que je puisse le saisir pleinement. La chaleur écrasante de l'après-midi semblait soudain plus pesante,
et ma gorge s'était serrée tandis que je l'écoutais préciser chaque détail avec une clarté froide, comme s'il voulait graver la scène dans ma mémoire. Il passait par hasard devant chez nous, avait reconnu sa voiture dans l'allée, un spectacle banal qui ne l'avait pas surpris au départ, mais un autre véhicule, une berline grise garée juste à côté, avait attiré son attention. Par curiosité, il s'était arrêté, jetant un œil par la fenêtre, et là, il les avait vus, Élise et cet inconnu, enlacés dans une intimité qui ne laissait aucune place au doute, leurs gestes familiers, leurs rires complices, une danse qui n'avait rien à faire dans notre foyer. Mon souffle s'était coupé, et pendant un instant, j'avais refusé d'y croire, cherchant une faille, un malentendu qui expliquerait tout sans briser ce que je pensais solide. Paul avait senti mon incrédulité à travers le silence, et après une pause lourde, il avait ajouté qu'il avait pris des photos, certain que je ne le croirais pas sans preuve tangible. Plus tard, quand ces images étaient apparues sur mon écran, un nœud s'était formé dans ma poitrine, expulsant l'air de mes poumons comme si j'avais été frappé physiquement. Élise, ma Élise, était là, assise sur le canapé que nous avions choisi ensemble dans une boutique du Vieux-Port, son corps penché vers un homme dont les traits me semblaient vaguement familiers, peut-être croisés dans un coin de ma vie sans jamais y prêter attention. La douleur avait surgi comme une vague lente, un poison qui s'infiltrait dans mes veines, et j'avais senti une envie brute de hurler, de briser quelque chose, mais autour de moi, les soldats continuaient leurs tâches, et je n'avais pas le luxe de m'effondrer, pas ici, pas maintenant, pas au milieu d'un théâtre de guerre où chaque seconde exigeait de moi une tête froide. Pendant 14 mois, j'avais risqué ma vie sous ce soleil impitoyable, chaque mission un fil tendu au-dessus du vide, tout ça pour elle, pour Léon, pour l'avenir que nous avions dessiné dans les nuits calmes avant mon départ, et savoir qu'elle avait piétiné ce serment pendant que j'étais loin m'écraser sous un poids que je ne pouvais nommer. Ce n'était pas juste une trahison, c'était la fracture d'un pacte sacré, une promesse que j'avais portée comme un bouclier et qui s'effritait maintenant en mensonges poussiéreux. Les jours qui avaient suivi s'étaient fondus dans une brume épaisse, mes gestes mécaniques exécutant les ordres, mes paroles échangées avec mes camarades, mais une part de moi s'était éteinte, laissée quelque part dans le sable brûlant. La nuit, quand le silence tombait sur la base, troublé seulement par le ronronnement lointain des hélicoptères, je fixais ces photos sur mon téléphone, scrutant chaque pixel à la recherche d'une erreur, d'un signe que tout ceci n'était qu'un cauchemar dont je pourrais m'éveiller. Mais il n'y avait rien, juste la réalité crue qui me regardait en face, implacable. Chaque pensée d'elle, chaque souvenir de sa voix douce ou des instants partagés dans notre maison marseillaise, ravivait une tempête d'émotions en colère, chagrin, et un vide si profond qu'il semblait engloutir tout ce que j'avais été. J'avais cru être prêt à tout, entraîné à affronter les pires tempêtes physiques et mentales, mais cette blessure était d'une autre nature, un coup porté là où je n'avais jamais pensé être vulnérable, une plaie ouverte que je ne savais pas penser. Mon retour en France n'avait rien de ce que j'avais imaginé, aucun éclat de joie, aucun réconfort, juste une ombre pesante que je traînais derrière moi comme un fardeau invisible. Encore en Syrie, j'avais cherché conseil auprès du colonel Dupont, un officier au regard sévère mais à l'âme juste, capable de mêler rigueur et humanité comme peu d'autres. Je lui avais tout raconté sous la toile kaki de sa tente, et après un long silence, sa main s'était posée sur mon épaule, un geste ferme qui portait une promesse tacite, je surmonterais ça, mais le chemin serait rude. Il m'avait orienté vers Maître Lefebvre, un avocat discret et réputé qu'il connaissait bien, un homme dont la voix posée au téléphone m'avait guidé à travers les décombres de ma vie avec une précision presque chirurgicale. Lors de nos premiers échanges, j'avais vidé mon sac, exposant les fragments brisés de mon mariage à cet inconnu, une démarche étrange mais nécessaire, car seul quelqu'un comme lui pouvait m'aider à tracer une ligne légale dans ce chaos. Quand mon avion avait enfin atterri à Marseille, après des mois sous la menace constante, je savais que je devrais faire face à Élise, regarder la vérité dans les yeux et clore ce chapitre, quoi qu'il m'en coûte. Les papiers de divorce, soigneusement pliés dans ma poche, étaient un poids tangible, une marque de la fin d'un rêve qui avait autrefois semblé indestructible. J'étais rentré un jeudi soir, le ciel déjà noyé dans une pénombre douce, les rues baignées d'une lumière orangée qui s'éteignait lentement. En poussant la porte de notre maison, un silence m'avait accueilli, un calme irréel qui contrastait avec le tumulte en moi. Élise était là, assise dans le salon, un livre posé sur ses genoux qu'elle avait refermé en me voyant entrer, son visage traversé par une expression fugitive, un mélange d'hésitation et de quelque chose que je ne pouvais plus lire. Elle avait tenté un sourire, un éclat bref qui s'était éteint presque aussitôt, comme si elle cherchait encore un terrain stable entre nous. Sans un mot, j'avais avancé, sortant les documents de ma poche pour les poser sur la table basse qui nous séparait, un geste simple mais lourd comme une sentence. Ses yeux s'étaient posés dessus, oscillant entre les feuilles et mon visage, une question muette flottant dans l'air, bien qu'au fond d'elle,
elle devait déjà savoir ce que cela signifiait, ce que ces pages représentaient pour nous deux. Le silence avait envahi la pièce comme une vague lente et froide, un instant suspendu où le monde semblait retenir son souffle alors que je posais les papiers sur la table basse, mon regard fixé sur Élise, immobile face à moi dans notre salon marseillais. Ma voix était sortie calme, presque trop maîtrisée, tranchant l'air lourd de cette soirée d'automne. C'était les documents de divorce, une étape nécessaire, la meilleure pour nous deux, avais-je dit, mais à l'intérieur, une tempête faisait rage, un chaos de colère et de chagrin que je contenais à peine sous une façade d'acier. Elle avait tendu la main vers l'enveloppe, ses doigts hésitants l'ouvrant avec une lenteur qui trahissait son trouble, et lorsqu'elle avait levé les yeux après avoir parcouru les lignes, des larmes brillaient dans ses prunelles sombres, un éclat fragile qui contrastait avec la fermeté de ma résolution. Elle avait tenté de parler, sa voix tremblante perçant le vide, plaidant pour une seconde chance, disant que c'était une erreur, que nous pouvions tout reconstruire, repartir de zéro, mais ces mots m'avaient frappé comme des éclats de verre, incapable de percer l'armure que j'avais érigée. Je m'étais tenu là, impassible, laissant ses paroles glisser sur moi sans céder, lui disant que ce qu'elle appelait une erreur n'en était pas une, que ce terme convenait à un oubli trivial, pas à une série de choix délibérés, répétés, conscients, qui avaient creusé un fossé entre nous. Les larmes avaient coulé sur ses joues, abondantes et silencieuses, et elle avait cherché à se justifier, évoquant la solitude qui l'avait rongée pendant mes mois d'absence en Syrie, les nuits interminables où elle s'était sentie abandonnée, mais ses excuses sonnaient creuses à mes oreilles, des ombres sans substance face à la vérité brute qu'elle ne pouvait effacer. J'avais fini par lâcher que ce n'était pas seulement moi qu'elle avait trahi, mais Léon, notre famille, tout ce que nous avions bâti ensemble, et dans ma voix perçait une tristesse plus profonde que la fureur, une douleur sourde qui marquait la fin de quelque chose que je n'imaginais pas pouvoir ressusciter. Elle avait continué, pleurant, implorant, tentant d'expliquer l'inexplicable, mais chaque mot tombait dans un vide où ma décision s'était déjà cristallisée, un mur que rien ne pouvait plus abattre. Lorsque j'avais quitté la maison cette nuit-là, franchissant le seuil avec mon sac en bandoulière, aucun soulagement ne m'avait accompagné, juste une pesanteur qui s'accrochait à moi comme une brume épaisse, un mélange de perte et de résignation qui alourdissait mes pas sur le pavé humide de Marseille. Le lendemain matin, les premiers pas étaient faits, les rouages d'une séparation officielle enclenchés, un processus qui s'étirerait sans doute dans le temps, mais dont la coupure émotionnelle était déjà consommée, une rupture nette avec un passé que je laissais derrière moi comme un feu éteint. Après cette confrontation avec Élise, après avoir déposé ces papiers qui scellaient la fin, mon esprit s'était tourné vers ce qui restait intact au milieu des décombres, Léon, mon fils, une lumière vacillante dans l'obscurité qui m'enveloppait, un ancrage que je devais protéger à tout prix des tempêtes à venir. J'avais décidé que Léon passerait cette période trouble chez mes parents, loin de Marseille, dans leur maison nichée au cœur de la Bretagne, près de Quimper, un refuge où il pourrait trouver une stabilité que je n'étais pas en mesure de lui offrir pour l'instant. Mon père, retiré de l'armée depuis des années, portait encore en lui cette rigueur militaire, une discipline qui structurait ses journées comme un métronome, tandis que ma mère, avec sa douceur inépuisable, savait apaiser les cœurs blessés, une chaleur qui avait toujours été le liant de notre famille. Leur foyer était un havre sûr, un endroit où Léon serait à l'abri des secousses de ma vie en ruine, un choix douloureux mais essentiel alors que je naviguais encore entre mon service actif et les méandres juridiques et financiers qui accompagnaient la fin de mon mariage. Pour m'assurer que tout soit clair et légal, j'avais transféré à mes parents une garde temporaire, une formalité qui n'était pas un adieu mais une promesse de le préserver, de garder son monde intact pendant que le mien s'effritait sous mes pieds. Le jour où j'avais conduit Léon chez mes parents reste gravé en moi comme une pierre dans un courant, un souvenir qui oscillait entre tendresse et déchirement alors que nous roulions vers leur maison en Bretagne, près de Quimper, loin des tumultes de Marseille. Léon avait 6 ans, ses grands yeux bruns pleins de questions qu'il ne savait pas encore formuler pleinement, et lorsqu'il m'avait demandé pourquoi je ne restais pas avec lui, sa voix douce avait percé le silence de la voiture comme une flèche fragile. Je m'étais arrêté sur le bas-côté, m'agenouillant près de lui dans l'herbe humide, l'enveloppant dans mes bras, cherchant des mots simples pour lui expliquer que mon travail m'appelait encore, que je devais partir loin, mais que là, avec ses grands-parents, il serait entouré d'amour et de soins, et que je reviendrais le voir aussi souvent que possible. Il avait hoché la tête, un geste timide qui ne masquait pas la lueur de doute dans son regard, et cette image de lui, petit garçon perdu dans un monde qu'il ne comprenait pas, m'avait brisé quelque chose à l'intérieur, même si je savais que c'était la meilleure voie à suivre pour l'instant, un sacrifice pour lui offrir une stabilité que je n'avais plus en moi. Pendant ce temps, je devais veiller à ce que l'entreprise que j'avais bâtie à Marseille continue de tourner, un projet qui allait bien au-delà d'un simple gagne-pain, un pont vers un avenir que je voulais offrir à Léon, une fondation solide là où la mienne avait été réduite en cendres autrefois. Paul, mon ami de toujours, avait pris les rênes sans hésiter, un roc sur lequel je pouvais m'appuyer,
quelqu'un dont la loyauté n'avait jamais vacillé, même dans les moments où le doute m'assaillait. Il avait déjà montré par le passé qu'il savait gérer les tempêtes, et je lui avais confié la direction quotidienne de la société de nettoyage, certain qu'il l'amènerait avec la même rigueur que moi, tout en me prêtant main forte dans le labyrinthe juridique de la séparation d'avec Élise. Paul s'occupait des détails, des contrats, des équipes, me laissant l'espace pour jongler entre mes obligations militaires, les appels avec Maître Lefebvre et les nuits où je tentais de garder la tête hors de l'eau, un équilibre précaire qu'il rendait possible par sa présence constante. Même à des milliers de kilomètres, perdu dans le désert syrien ou dans les hangars bruyants des bases, je m'efforçais de rester ancré dans la vie de Léon, l'appelant presque chaque soir sous un ciel étoilé ou entre deux missions, écoutant sa voix claire me raconter ses journées à l'école, ses jeux avec le vieux chien de mes parents, des bribes de lumière qui traversaient la grisaille de mon existence. Ces instants, si simples et pourtant si précieux, étaient les fils qui me reliaient à lui, me rappelant pourquoi je continuais à avancer malgré la fatigue qui s'accumulait dans mes os et l'incertitude qui pesait sur mes épaules. Chaque appel était une bouffée d'air, un rappel que, malgré les ruines laissées par Élise, il y avait encore quelque chose à sauver, une lueur d'espoir que je pourrais, un jour, transformer en un nouveau départ, pour lui plus que pour moi. Quand ma mission s'était enfin achevée et que j'étais revenu en France, rien n'était encore clair dans ma tête, un désordre intérieur qui contrastait avec l'ordre apparent de ma vie extérieure, la séparation était officielle, Léon était en sécurité en Bretagne, l'entreprise tournait sous la garde vigilante de Paul, mais en moi, un vide s'était creusé, une exhaustion qui semblait avoir consumé toute la force que j'avais mise dans cette bataille. J'étais revenu sans plan, sans savoir où poser mes pas désormais, jusqu'à ce que le hasard, ou peut-être autre chose, me tende une main inattendue. C'était lors d'une soirée organisée par l'armée à Marseille, une de ces réceptions où les uniformes côtoyaient les costumes civils, que j'avais croisé Camille, une avocate spécialisée dans l'aide aux soldats et à leurs familles, une femme dont l'assurance calme et la chaleur discrète m'avaient frappé dès qu'elle s'était présentée. Elle avait cette façon de parler, directe mais empreinte d'une bienveillance rare, qui désarmait même les plus endurcis, une présence qui imposait le respect sans effort, qu'on soit un officier décoré ou un simple mécanicien. Notre première rencontre avait glissé dans une aisance surprenante, un échange qui avait débuté par une question banale sur mon retour à la vie civile et s'était étiré en une conversation où je m'étais surpris à lui parler de Léon, de mes parents, de l'entreprise, des bribes de ma vie que je n'avais pas partagées depuis longtemps. Elle m'écoutait, attentive, posant des questions précises, son sourire doux mais sincère me mettant à l'aise, et pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, je m'étais senti entendu, vu au-delà des cicatrices que je portais. Ce lien s'était tissé rapidement, presque sans que je m'en rende compte, porté par sa capacité à comprendre les poids que je traînais, elle qui avait elle-même traversé des ombres dans son passé, une empathie mêlée d'une lucidité que j'admirais profondément. En moins d'un an, Camille était devenue une présence essentielle, un pilier dans ma vie qui se reconstruisait doucement, et Léon, avec cette innocence propre aux enfants, l'avait accueilli dans son cœur aussi vite que moi, un signe que, peut-être, un nouveau chapitre pouvait encore s'écrire. Un souvenir s'attarde dans ma mémoire comme une lumière douce dans la pénombre, un instant où Léon était assis à la table de la cuisine chez mes parents en Bretagne, ses petits doigts serrant un crayon alors qu'il tentait d'écrire son nom sur une feuille froissée, ses sourcils froncés par la concentration. Camille s'était installée à ses côtés, guidant sa main avec une patience infinie, soulignant chaque lettre d'un mot encourageant, et lorsqu'il avait relevé les yeux vers elle, un sourire éclatant avait illuminé son visage, un éclat qui avait serré ma poitrine d'une chaleur mêlée de douleur. Plus tard, alors que nous marchions seuls dans le jardin, il s'était tourné vers moi, ses pas crissant sur le gravier, et m'avait dit que Camille était merveilleuse, une phrase simple qui portait en elle une vérité profonde, un signe qu'elle n'était pas seulement entrée dans ma vie, mais avait aussi trouvé une place dans la sienne, un lien qui me confirmait que quelque chose de bon pouvait encore naître des ruines. 2 ans après, je m'étais retrouvé sur une plage sauvage près de Brest, le vent salé fouettant mon visage tandis que je glissais une bague au doigt de Camille, un geste discret, sans fioriture, au milieu du grondement des vagues et du cri des mouettes, un moment où elle avait accepté sans une ombre d'hésitation, scellant le début d'un chapitre nouveau, porté par une promesse d'espoir et de reconstruction. Léon grandissait dans cet espace que nous avions créé, un garçon curieux dont les questions incessantes illuminaient chaque jour, un esprit vif qui, à 5 ans, lisait et écrivait avec une aisance qui dépassait son âge, une intelligence que j'admirais autant que sa douceur, cette capacité à faire rire ceux qui l'entouraient tout en absorbant le monde comme une éponge affamée. Ma vie avait pris des chemins que je n'avais jamais tracés, des sentiers sinueux marqués par des cicatrices qui ne s'effaceraient jamais, des souvenirs qui piquaient encore dans les moments de silence, mais j'avais laissé derrière moi l'homme brisé par le devoir et la trahison, bâtissant à la place un quotidien ancré dans l'amour, la croissance et une foi fragile que même après les nuits les plus sombres, un jour nouveau pouvait poindre.
L'avenir s'ouvrait enfin comme une promesse, un horizon dégagé après des années où chaque pas semblait alourdi par une chaîne invisible, et cette sensation s'était cristallisée un matin calme sur la base de Marseille, quand la nouvelle de ma promotion au grade de sergent-chef m'était parvenue, une reconnaissance de mes efforts, une étape que je n'avais pas poursuivie seulement pour moi, mais comme une preuve que les épreuves, les pertes et les combats n'avaient pas été vains. Avec ce grade venaient des portes nouvelles, et l'idée de demander une mutation vers la Bretagne, plus près de Léon et de mes parents, s'était imposée comme une évidence, un désir de voir mon fils grandir sous mes yeux, de partager ses victoires, de l'épauler dans chaque tournant, une pensée qui m'apportait une paix profonde, un retour aux racines transformées par une vision neuve. L'entreprise à Marseille continuait de prospérer sous la direction fidèle de Paul, ses rapports réguliers m'assurant que ce que j'avais construit tenait bon, une machine bien huilée qu'il gérait avec soin, me taquinant parfois sur le fait que je pourrais lâcher prise, mais je savais que ce n'était pas qu'un négocio, c'était un héritage que je destinais à Léon, un morceau de moi qui perdurerait. Un jour, Paul m'avait appris une nouvelle surprenante, presque irréelle, Élise avait changé après notre séparation, plongeant dans une thérapie pour démêler les fils de ses choix passés, travaillant désormais dans un centre éducatif à Marseille où elle aidait des enfants aux prises avec des vies chaotiques, un écho étrange de rédemption qui suscitait en moi un mélange de soulagement et d'une émotion indéfinissable, peut-être une lueur d'espoir qu'elle aussi avait trouvé un chemin vers la lumière. Camille et moi préparions notre mariage, un moment qui comptait plus que les mots ne pouvaient le dire, une cérémonie simple prévue dans un jardin breton, entouré de visages familiers et aimés, loin des fastes inutiles. Léon trépignait d'impatience, décidé à porter les alliances et à écrire un discours pour dire à tous combien Camille était extraordinaire, une idée qui me faisait sourire malgré moi, un témoignage de l'unité que nous formions désormais. Le rêve d'une vie nouvelle prenait forme sous mes yeux, un édifice bâti sur la confiance, l'amour et une forme de pardon que j'avais appris à m'accorder, autant qu'aux autres, une rédemption silencieuse après des années où les ombres m'avaient défini. Les jours sombres étaient là, inscrits dans ma chair, mais ils ne me tenaient plus en laisse, et je me tenais désormais à un carrefour que je n'avais jamais osé envisager, entouré de ceux qui donnaient un sens à chaque souffle. La lumière bretonne, plus vive que dans mes souvenirs, baignait chaque instant, et le rire de Léon, le sourire de Camille, étaient des encres qui me rappelaient que j'étais exactement là où je devais être, dans une vie imparfaite mais mienne, un équilibre fragile et suffisant qui valait tous les combats menés pour l'atteindre. Quelques mois après notre mariage, une nouvelle aube s'est levée dans ma vie, un matin clair où la brume flottait encore sur les champs bretons, et où une lettre officielle m'attendait sur la table de la cuisine, scellant ma mutation définitive à la base de l'Andivisio, à quelques kilomètres seulement de Quimper. Ce transfert était plus qu'un changement de poste, c'était une boucle qui se refermait doucement, me ramenant près de ceux qui comptaient le plus, un retour à la terre qui m'avait vu naître, mais désormais enrichi par une famille que j'avais choisie et construite. Léon avait grandi, ses traits s'affinant avec les années, son esprit curieux s'épanouissant dans les écoles bretonnes, et chaque fois que je le voyais courir sur la plage ou m'attendre à la sortie de la base, une paix profonde m'envahissait, une certitude que tout ce que j'avais traversé, les flammes du Limousin, les trahisons, les nuits sans fin en Syrie m'avaient conduit ici, à cet instant précis où je pouvais enfin poser mes armes. L'entreprise à Marseille restait solide, un legs que Paul continuait de faire prospérer, et je m'y rendais parfois, traversant les routes sinueuses du sud pour vérifier les comptes ou saluer les équipes, mais mon cœur était désormais ancré en Bretagne, dans cette maison où le vent portait l'odeur de la mer et où les rires de Léon et Camille emplissaient les murs. Élise, de son côté, avait trouvé une forme de réconciliation avec elle-même, son travail auprès des enfants devenant une constante dans sa vie, une rumeur qui me parvenait par Paul comme un écho lointain, une note finale à une histoire que je ne ressentais plus le besoin de revisiter. Le mariage avec Camille avait été une célébration douce, un cercle étroit de proches sous un ciel d'été, Léon tenant fièrement les alliances avec un discours maladroit mais sincère qui avait fait rire l'assemblée, un moment où j'avais senti les dernières chaînes du passé se dissoudre dans la brise. Aujourd'hui, je marche sur ces terres bretonnes avec une légèreté que je n'avais jamais connue, un homme marqué mais non brisé, un père, un mari, un soldat qui a trouvé son port après des années de tempête. La vie n'est pas un tableau sans défaut, elle porte encore les stigmates des batailles menées, mais elle est mienne, tissée de fils d'amour et de résilience, une toile imparfaite où chaque jour offre une chance de construire davantage. Quand je regarde Léon jouer dans les vagues ou Camille lire près de la cheminée, je sais que les flammes qui ont autrefois tout consumé ne m'ont pas vaincu, elles m'ont forgé, et de leur cendre est née une existence qui, enfin, m'appartient pleinement, un refuge bâti sur les ruines d'un passé que je ne regrette plus.